Salut et bienvenue au podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. J'ai reçu une demande en fait de quelqu'un qui voulait qu'on parle des blessures qu'on peut avoir eues à l'enfance et l'impact que ça peut avoir sur nos relations futures amoureuses. Donc, c'est le thème aujourd'hui qu'on va parler. J'aime bien en fait peut-être résumer cette thématique-là par dis-moi comment tu as été aimé et je te dirai comment tu aimes. Ou aussi, comme Esther Perel le disait, dis-moi comment tu as été aimé et je te dirai comment tu fais l'amour. Donc, comme toujours, vous pouvez nous contacter à info@lesexologue.ca ou aller voir sur notre site internet lesexologue.ca pour prendre des rendez-vous, lire nos blogs, regarder nos vidéos et nos webinaires, ainsi que regarder le programme Raviver le désir sexuel. Donc, aujourd'hui, on va regarder comment est-ce que la manière qu'on a été aimé, comment on a vécu certaines expériences, peuvent influencer comment on est après ça dans des relations amoureuses et comment aussi, évidemment, on peut être dans notre sexualité. Donc, une des choses que les sexologues psychothérapeutes et même les psychologues aussi vont avoir tendance à faire dans leur évaluation initiale ou du moins pendant la thérapie, c'est de regarder en fait quelles sont vos expériences du passé au plan relationnel. Donc, autant vos expériences sexuelles, vos expériences de couple, ainsi que vos relations dans la fratrie avec vos frères, vos sœurs et aussi avec vos parents. Mais non seulement vos expériences, mais les expériences des autres relations que vous avez eues. Parce que la manière qu'on a été exposé à comment être dans une relation va nécessairement moduler potentiellement comment nous, on va être dans les relations futures. Donc, si par exemple, on vient d'une famille où c'était très conflictuel, très explosif dans la gestion des conflits, bien, on va peut-être avoir tendance à être similaire, donc être soi-même un peu conflictuel, combatif dans la manière qu'on aborde les sujets. Ou au contraire, on est peut-être tanné en fait d'avoir vécu dans un environnement où c'était très explosif, puis on se chicanait souvent, à vouloir là, à ce moment-là, ne pas du tout en fait vouloir adresser les conflits, vouloir les éviter, les atténuer le plus rapidement possible, les banaliser, les minimiser. Donc, la manière qu'on se chicane dans une relation, dans notre famille, va influencer souvent comment on se chicane ou on gère les conflits une fois rendu dans un couple. Les dynamiques qu'on a dans la famille, s'il y avait un enfant qui était plus préféré, ou du moins qu'on avait la perception qu'il avait une préférence pour un frère ou une sœur, si un parent pouvait régulièrement dénigrer les enfants, les insulter, c'est sûr que ce ne sont pas des modèles qui vont venir bâtir l'estime. Et donc, si on a manqué en fait de valorisation de ses parents, on va peut-être se retrouver par la suite à vouloir tenter de rechercher cette valorisation-là à travers son partenaire et peut-être le faire de façon excessive. Donc, en grandissant, en devenant un adulte, il faut apprendre à être capable de se valoriser et se valider par soi-même. Évidemment, on est quand même des êtres sociaux et il faut régulièrement recevoir un peu de validation par autrui. Mais si notre identité part de la prémisse que les autres déterminent ma valeur plutôt que je détermine ma valeur, c'est là qu'effectivement, ça engendre des problématiques dans les relations amoureuses. Et souvent, les gens qui ont été dans des lacunes à ce niveau-là à l'enfance ont justement des problèmes par la suite en tant qu'adultes de le faire par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas justement travaillé ou n'ont pas un certain fond. Hein, ils ont été insultés, dévalorisés et donc ont de la misère maintenant et sont toujours à la recherche de ce qu'ils n'ont peut-être pas eu. Parfois, par contre, on peut voir l'inverse, des gens qui sont survalorisés. Donc ça, c'est une critique qu'on entend de plus en plus dernièrement de certaines personnes plus âgées qui ne vivaient pas dans cet environnement-là, mais les enfants des nouvelles générations, on a tendance à beaucoup les valoriser, à beaucoup les protéger, mais ça a aussi parfois des impacts où ce que ces enfants-là se sont créés parfois une nécessité aussi de recevoir de la validation par autrui. Donc, autant que le manque de valorisation fait en sorte que je vais la rechercher,
ou au contraire, je vais devenir super indépendant parce que je ne l'ai jamais eu, donc je me suis bâti une carapace de moi, je suis capable de tout faire tout seul, puis je deviens j'ai pas besoin des autres, très indépendant, et j'ai de la misère justement à m'attacher, m'investir. Ou j'ai des gens qui, au contraire, se sont surfait valoriser et ne tolèrent pas en fait d'être dans un environnement, dans un contexte ou dans une situation relationnelle où ils ne le reçoivent pas. Ils ont tellement été constamment bombardés en fait de valorisation qu'on ne leur a pas appris à justement être capable de le faire par eux-mêmes. Fait que trop en faire aussi avec ses enfants fait en sorte qu'ils n'apprennent pas à vivre les échecs, à apprendre de leurs erreurs, être capable de se valoriser soi-même. Donc, par exemple, un enfant qui, tout ce qu'il fait est extraordinaire, puis que ses parents le trouvent donc chouette, puis wow, puis wow, puis wow, puis tout le temps wow, bien, ça met parfois une pression pour toujours atteindre ces attentes-là et avoir l'attention de ses parents. Mais des fois aussi, ce que ça fait, c'est que je ne suis pas capable du tout de recevoir des commentaires négatifs. Donc, des gens, par contre, par exemple, qui ont reçu beaucoup de valorisation de leur entourage familial, des professeurs, de leurs amis aussi, arrivent peut-être éventuellement dans un couple où, à long terme, bien, on n'est pas tout le temps cette personne-là extraordinaire pour notre partenaire. Et quand on reçoit une critique, une insatisfaction, on est complètement démoli, on ne sait pas comment réagir ou on ne sait tout simplement pas comment, en fait, recevoir ça, comme si ça serait donc impossible. Donc, ce qu'on pourrait un peu considérer des fois ce que les gens vont percevoir un peu comme étant des gens narcissiques, sans que ce soit un trouble de personnalité narcissique, mais qu'on peut percevoir ces gens-là qui se sentent toujours un peu au-dessus de la mêlée. Parfois, les gens, en fait, ont aussi vécu une survalorisation, mais ils ont eu des blessures assez importantes où on les a dévalorisés, puis parfois, ça peut être les parents qui font ça. Donc, quelqu'un qui a reçu beaucoup, beaucoup de valorisation, mais seulement dans certains domaines, et qui ont été aussi rabaissés quand même de façon importante, où ils ont vécu une honte ou une humiliation importante. Après ça, développent parfois ces traits-là un peu narcissiques, d'être toujours à la recherche, en fait, des compliments puis d'être meilleur que les autres et ne tolèrent pas du tout, en fait, de recevoir des commentaires négatifs parce que la fois qu'ils l'ont reçu, c'était très humiliant. Puis une personne qui a des tendances plus narcissiques va aussi avoir tendance à dévaloriser les autres comme eux l'ont peut-être été dévalorisés. Donc souvent, les gens qui se retrouvent avec des dynamiques plus de ce genre-là, c'est qu'il y a eu un mélange, en fait, de survalorisation, mais aussi d'une grande humiliation, d'une grande dévalorisation et une honte qui était peut-être parfois très sournoise. Donc, comme vous pouvez voir, la manière qu'on a été éduqué, qu'on a été élevé, la manière qu'on s'est fait traiter, le respect ou le manque de respect qu'on a eu dans notre enfance par nos parents, nous crée parfois des certaines forces, une certaine solidité dans qui on est, mais aussi ça peut venir nous fragiliser. Et nos fragilités, nos insécurités vont nécessairement avoir un impact par la suite dans les réactions qu'on va avoir avec son partenaire. Et donc, la manière que j'ai appris à aimer, ou les modèles que j'ai vus de mes parents, de mes grands frères, de mes grandes sœurs, de mes oncles, de mes tantes, eh bien, ça me donne un modèle. Et après ça, je vais soit répliquer ces modèles-là, ou comme je le disais, je vais faire un peu la rébellion et je vais faire le contraire de ce que les autres faisaient, parce que j'ai mal vécu, moi, cette situation-là. Mais la même chose se retrouve aussi par rapport à la sexualité. Donc, une autre chose qu'on a tendance à évaluer, nous les sexologues, ce sont l'éducation sexuelle qu'on a reçue. Mais pas juste l'éducation sexuelle officielle qu'on a présentement, par exemple, dans les cours à l'école ou quand nos parents nous expliquent d'où viennent les bébés, puis les choses comme ça, puis le port du condom, puis éviter les grossesses, puis la pilule. C'est beaucoup plus ça en fait partie, mais l'éducation sexuelle informelle. Quelles étaient les valeurs que votre famille vous ont transmises par rapport à l'amour, par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, par rapport à la diversité sexuelle et à la diversité de genre? Comment est-ce qu'on parlait de sexualité? Avec quelle émotion qu'on pouvait parler de sexualité? Toujours dans l'humour, de façon sérieuse. On évitait complètement le sujet et c'était complètement tabou et malaisant d'aborder le sujet. Dans la pudeur, dans l'aisance, dans l'ouverture, dans la fermeture, dans la rigidité, avec des règles très précises. À quel âge on avait le droit d'avoir un premier chum? À quel âge qu'on avait le droit d'amener sa blonde peut-être à la maison ou d'aller chez quelqu'un d'autre? Donc, tout ça parle de comment je vais voir ensuite la sexualité. Est-ce que la pornographie a eu un impact important sur comment je vois la sexualité? Est-ce que la manière que mes parents se séduisaient ou se séduisaient pas de façon affective ou sexuelle
a influencé comment moi, aujourd'hui, j'agis dans ma sexualité et dans ma séduction. Donc, si j'avais des parents, par exemple, qui étaient très affectifs, mais ne démontraient jamais une forme d'énergie sexuelle ou un genre d'assertivité sexuelle, bien peut-être que moi aussi, je vais être gêné dans la séduction sexuelle. Je peux peut-être être une personne très affective, mais pas très sexuelle. Peut-être que mes parents étaient très sexualisés, mais très peu affectifs. Donc ça aussi, ça va jouer sur comment après ça, moi, je vais approcher mon conjoint ou ma conjointe à long terme. J'ai peut-être eu des blessures aussi. On m'a peut-être parlé négativement de mon corps. Mes parents m'ont-ils passé des commentaires négatifs? Est-ce que j'étais la personne peut-être physiquement un peu différente du restant de la famille, puis on me le notait? La grandeur, par exemple, la grosseur, certaines parties du corps peut-être qui sont atypiques ou qui étaient particuliers ou qu'on a l'impression qu'ils sont particulières, qui ont venu influencer l'image corporelle qu'on a et la confiance qu'on va avoir. Donc, si je n'ai pas une très bonne confiance au niveau de mon image corporelle, au niveau de mes capacités de séduction, au niveau de ma sensualité dans les mouvements de mon corps, dans ce que j'ai de l'air, eh bien, c'est sûr qu'une fois dans la relation sexuelle, dans la séduction, bien, je vais peut-être éviter certaines choses, je vais peut-être agir d'une façon différente de l'autre. Donc, on peut avoir eu plein de blessures au courant aussi de nos premières expériences sexuelles, à l'adolescence ou quand on est jeune adulte, ou plus tard si jamais on reste sans activité sexuelle avant un âge avancé. Puis ça aussi, ça peut jouer. Donc, sur la confiance, est-ce que je pogne, est-ce que je pogne pas, est-ce que je suis désirable, je ne suis pas désirable? Le délai, ou du moins quand est-ce que j'ai eu ma puberté, est-ce que je l'ai eu de façon très précoce et que j'ai été sexualisé très vite? Est-ce qu'au contraire, mon corps a changé rapidement, j'étais très différent des autres? Mon corps a changé très lentement et très tardivement. J'ai seulement eu ma puberté à 15-16 ans avant que je sois un peu plus... que je commence à me développer. Et donc, tout ça va jouer aussi sur les expériences qu'on va avoir eues. Et ça fait en sorte que je vais faire l'amour différemment. Comment, en fait, je me valorise à travers les autres? Donc, tantôt, je parlais de rechercher de la valorisation, mais si je le faisais à plusieurs égards dans ma vie, je vais le faire probablement aussi dans la sexualité, où est-ce que je vais aller chercher de la valorisation à travers ma sexualité aussi. Si pour moi, être compétent sexuellement, faire venir l'autre, être bon dans tout ce que je fais, puis aussi dans la sexualité, bien, je vais embarquer avec un mindset similaire. Si pour moi, la sexualité, c'est mon corps, la beauté, le désir que je suscite dans le regard de l'autre, mais c'est peut-être ça que je vais aller chercher. Mais je ne le fais pas nécessairement toujours d'une bonne place, d'une solidité. C'est sûr que c'est le fun et intéressant, excitant de stimuler et de se sentir désiré par l'autre. Mais si j'ai absolument besoin de ça, si c'est absolument nécessaire et je suis constamment en train de gager, mind mapper le degré de désir de mon partenaire ou de ma partenaire et que je sens que c'est moins là aujourd'hui, je vais peut-être me sentir blessé, je vais peut-être me sentir insulté, je vais peut-être réagir fortement, peut-être que je vais rester calme puis je vais avoir une discussion aussi groundée et respectueuse et dans le dialogue avec l'autre. Peut-être que je vais me sentir blessé, rejeté à la moindre petite chose qui peut arriver pendant la relation sexuelle ou avant. Donc, comme vous pouvez voir, toutes nos expériences du passé influencent celles du futur. Et si on n'a pas bien géré, en fait, ces situations-là, bien, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dans le futur? Bien, ça va les influencer négativement. Et donc, réfléchissez. Quelle a été l'éducation sexuelle que vous avez reçue? Comment est-ce qu'elle a influencé comment vous vous percevez? Comment vous percevez vos partenaires ou votre partenaire actuel? Comment est-ce que ça fait comment vous rentrez dans la sexualité avec les idées préconçues que vous avez? Sentez-vous que vous avez une certaine flexibilité sur comment vous voyez les choses ou vous êtes très rigide puis vous avez des idées très arrêtées par rapport à ça? Donc, le problème n'est pas nécessairement comment on perçoit les choses, comment on les vit, mais est-ce qu'il y a une forme de rigidité par rapport à ça? Ou au contraire, on est constamment flexible. Il n'y en a pas de solidité. On est tout le temps en train de changer, en fait, comment on voit les choses, aussitôt qu'on est devant une nouvelle personne qui nous présente quelque chose de nouveau. Donc, il y a une différence entre je suis ouvert et je suis complètement, en fait, sans solidité et que mon opinion et ma valeur changent constamment en fonction de la dernière expérience que j'ai eue. Versus d'autres personnes qui, eux, sont très, très, très rigides et restent toujours sur le même point, la même vision de voir les choses. Et
quand on les confronte par rapport à ça, bien, ils se désorganisent ou ils deviennent très fâchés ou ils tentent désespérément de convaincre l'autre personne de leur point de vue pour venir se rassurer dans la manière qu'ils voient les choses. Donc, posez-vous la question, comment vous, est-ce que vous êtes? Sentez-vous que vous avez cette flexibilité-là? Vous êtes trop, peut-être, flexible, que vous changez trop rapidement, il n'y a pas de solidité, ou au contraire, il y a une certaine rigidité? Puis, quelles sont justement vos croyances? Puis, comment est-ce que la sexualité et vos expériences du passé vous ont limité? Et comme je disais, partez toujours avec la prémisse, la manière que vous avez été aimé, c'est la manière que vous faites l'amour. Merci de nous avoir écoutés une autre fois au podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions de sujets et je prendrai le temps de les regarder et de vous répondre. Et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez par rapport aux thématiques qu'on a déjà abordées. À la prochaine!